Coucou. Alors aujourd'hui, deux nouvelles histoires envoyées par une abonnée, à savoir Audrey, encore une fois, qui me régale. Contrairement aux deux premières vidéos à thématique horreur, on va aborder là deux histoires qui se finissent très mal. Elles sont toutes les deux ouf et je les ai adorées, mais vous allez voir, la deuxième est très intéressante car assez atypique. Allez, on se met dans l'ambiance, la première histoire va commencer. C'est une histoire qui est arrivée à une amie de longue date d'Audrey qui s'appelle Sylvie. Sylvie, elle coche à peu près toutes les cases de l'enfance difficile. Divorce des parents quand elle a 7 ans, père militaire très peu présent, mère qui enchaîne les relations toxiques, placement en foyer, bref, une vie qui, comme trop d'enfants malheureusement, commence mal. Par chance, après 3 ans de foyer, elle est accueillie par ses 3 tantes à l'âge de 17 ans. Et ça se passe super bien avec celles-ci, elles sont hyper bienveillantes avec elle. Audrey décrit Sylvie comme une personne au caractère vraiment gentil. Physiquement, elle a des grands yeux bleus et des boucles blondes, elle est toujours bien habillée et toute pouponnée, bref, c'est une personne charmante. Un jour, elle décide de faire une formation pour pouvoir commencer à construire sa vie. Assez vite, elle trouve ce qui s'appelle un contrat de qualification, comme standardiste dans une mairie. Un contrat de qualification, je suis allé me renseigner un peu, ça permet d'obtenir un diplôme par exemple, et ça implique de travailler et de faire des études en même temps. Donc certains jours, elle se rend à la mairie et d'autres jours au CFA pour les cours. Elle continue à habiter chez ses tantes pendant quelques temps et elle fait les allers-retours en train pour aller au boulot et au centre de formation. Au bout de quelques mois, ses tantes lui trouvent un appartement plus proche de là où elle doit se rendre au quotidien. Ses tantes, elles l'ont régalée franchement, elles l'aident même pour la caution et l'achat des meubles, donc c'est le top du top. Elle prend du coup assez rapidement son indépendance et tout roule dans sa vie. Pour le moment. Elle a même son meilleur ami qui passe régulièrement la voir, et ça, c'est une info super importante pour la fin de l'histoire. Il est en apprentissage dans une boulangerie et il lui amène très souvent des croissants. Jusqu'à maintenant, la vie est belle, tout va bien, Sylvie évolue très bien. Hélas, très vite, tout va partir en cacahuète. Il y a un inconnu, qu'elle ne connaît donc pas du tout, qui commence à poser des questions sur elle à l'accueil de son travail. Le type va faire une vraie fixette sur elle et la stalker pendant des jours et des jours. Elle ne se doute de rien et apprendra tout ça plus tard. Il va même la suivre et venir de plus en plus régulièrement à la mairie pour se renseigner sur elle. Ça met la puce à l'oreille de ses collègues qui décident de lui en parler. Et non, pas du tout. Même si cette situation est hyper étrange et que le mec a l'air hyper louche, personne n'y prête particulièrement attention et le type va continuer à stalker Sylvie, mais alors bien comme il faut. Le gars continue à la suivre et note même toutes ses habitudes. Très vite, il repère là où elle habite, donc dans un petit immeuble où la porte est toujours ouverte. Donc rapidement, il chope toutes les infos qui lui manquent, l'étage, la porte. Voilà, le mec, il sait tout. Il a fait un repérage complet des lieux. Malheureusement, elle ne se rend toujours compte de rien du tout. L'inconnu continue à mener tranquillement son enquête, notamment auprès des collègues qui ne s'inquiètent toujours pas, et il va même aller jusqu'à suivre le meilleur ami de Sylvie et découvrir là où lui aussi bosse et habite. Un jour, alors qu'elle vient tout juste de rentrer de boîte de nuit et que son meilleur ami est passé pour qu'ils prennent le petit déjeuner ensemble, le stalker s'introduit dans l'immeuble et attend quelques minutes dans l'arrière-cour. Puis, quelques instants plus tard, il sonne à la porte de Sylvie. Celle-ci ouvre alors grand la porte en croyant que c'est une amie à elle avec qui elle va souvent en discothèque qui passe simplement les voir. Et là, elle voit cet inconnu qu'elle avait fini par connaître de vue au pas de sa porte. Elle n'a pas le temps de réfléchir qu'il brandit un couteau. Par réflexe, elle se protège avec son bras et il lui met un premier coup de couteau dans le bras. Il retire sa lame et là, elle se retourne, probablement pour essayer de prendre un petit peu de distance, et il lui assène un deuxième coup de couteau dans le dos au niveau de l'omoplate. Son meilleur ami voit ça, il se lève d'un bond et s'interpose pour protéger Sylvie.
Il reçoit au total 6 coups de couteau. 2 dans le bras droit, 1 dans la cuisse droite, 1 dans le bas du dos, 1 dans le flanc droit et 1 dans la main. Il est grièvement blessé. Les voisins, réveillés par les hurlements et le fracas dans l'appartement, appellent alors la police. Entre-temps, l'agresseur a le temps de s'enfuir. Alors on en sait un petit peu plus sur les suites de cette histoire. Déjà, concernant les victimes, les deux ont survécu à l'attaque, mais ont évidemment été très marquées psychologiquement. Sylvie n'a pas pu reprendre correctement le travail. Elle a alterné des périodes de boulot, de stage et d'arrêt maladie. Elle est également retournée vivre chez ses tantes. Elle arrêtera son contrat de qualification assez vite et fera de l'intérim après ça. D'après Audrey, ça a été pour Sylvie le début d'une descente aux enfers. Le meilleur ami de Sylvie, lui, a débuté un suivi psychologique. Heureusement qu'il était présent au moment de l'agression, Sylvie serait probablement morte s'il n'était pas intervenu. Le stalker a été retrouvé et mis en prison. Ses motivations restent floues. Il avait visiblement fait une fixette sur Sylvie, possiblement en lien avec un trouble psychique, mais nous ne le saurons jamais. J'en profite pour vous dire de faire extrêmement attention lors de situations similaires, lorsqu'une personne fait une fixette comme là. Je travaille en psychiatrie et c'est vraiment quelque chose, nous, qui nous inquiète beaucoup parce que la finalité est souvent celle-là. J'ai quelques collègues qui ont déjà été suivis jusqu'à chez elles, heureusement sans passage à l'acte, mais c'est très flippant et ça justifie même un signalement auprès de la police. Bon, c'est parti pour la deuxième histoire qui finit mal aussi. Audrey est sortie avec un gars visiblement assez peu fréquentable. Ce gars s'appelle Fabien et il a, dans sa jeunesse, beaucoup de conduite à risque. Donc il fume du shit, il boit régulièrement et le week-end il fait la fête avec de la drogue à gogo. Il est impliqué dans pas mal de petites magouilles et, pour la petite anecdote, dans un moment de paranoïa, causé probablement par tous les stupéfiants qu'il consommait, il a même ramené un flingue une fois à Audrey. Bon, depuis, Audrey s'en est séparée, il l'a ensuite harcelé pendant un mois, bref, vous avez compris le profil de Fabien. Pour en revenir à notre histoire flippante, Fabien, il a un ami, Olivier, qui lui affectionne particulièrement le hashish. Il a un bon plan en banlieue parisienne avec un dealer visiblement réglo. Un jour, Olivier demande à Fabien de l'accompagner dans un squat où se déroule habituellement la transaction. La raison, le dealer est parti en vacances. Et oui, les dealers aussi prennent des jours de congé et partent en vacances. Ça fume. Donc il avait prévenu Olivier qu'il serait absent et que le deal se ferait avec un autre vendeur du secteur. Finalement, ils y vont à 3 avec un autre ami, Danny, et arrivent donc à l'heure convenue. Ils arrivent dans le squat et trouvent le collègue remplaçant du dealer. Celui-ci est assez bizarre, il est en sueur, sur les nerfs, mal à l'aise, il parle de façon brutale. Bref, tout de suite, les 3 amis sont méfiants, ils sentent qu'il y a évidemment quelque chose qui cloche. Très vite, la discussion tourne autour du prix du pavé de shit. Les 3 compères sont dubitatifs et il y a tout de suite une certaine distance qui va s'instaurer entre les différents protagonistes. Le climat n'est pas serein, il y a une ambiance lourde. Le vendeur cherche à négocier à la hausse et il va même se mettre à gesticuler dans tous les sens. Les 3 amis restent sur leur position et exigent que le prix reste celui convenu à la base avec l'autre dealer. Le trafiquant commence à vraiment s'énerver et même à vociférer. Plus loin, il y a quelques squatteurs complètement défoncés qui ne s'alarment pas alors que le dealer est littéralement en train d'hurler. Là, les 3 acheteurs commencent quand même à flipper un peu et ils vont effectivement revoir le prix à la hausse face aux techniques de négociation imparables du vendeur. Celui-ci est en train de dégouliner de sueur pendant qu'il hurle et d'un coup, il pète un câble, sort un pistolet et les braque. Il leur ordonne de lâcher l'argent, ce qu'ils sont donc bien obligés de faire. La thune est au sol. Ils se mettent alors à courir et, sans raison,
il leur tire dessus. L'un des comparses, Olivier, est touché au flanc, mais ils parviennent tous, heureusement, à s'enfuir. Ils retournent en vitesse en province. La blessure d'Olivier est plutôt légère, elle fait 1 cm de diamètre, mais saigne et nécessite visiblement d'être suturée. Donc là, la meilleure solution, c'est qu'il aille à l'hôpital, mais ils se disent que les soignants risquent de le dénoncer à la police, vu qu'il s'agit d'une blessure par balle. Donc il y aurait possiblement une enquête, et on va dire que leurs casiers judiciaires ne sont pas tout à fait vierges. Du coup, ils réfléchissent et arrivent à la conclusion que le mieux serait qu'ils voient un médecin généraliste. C'est le beau milieu de la nuit, donc ils doivent attendre que le jour se lève. En attendant, Olivier gère sa blessure du mieux qu'il peut. Il désinfecte la plaie, souffre pendant quelques heures, puis se rend dans un cabinet médical. Il sort un mytho tout pourri à son médecin, comme quoi il s'est accroché le flanc avec du fil barbelé. Donc le docteur ne le croit évidemment pas, mais s'occupe quand même de lui, le recoue et le soigne comme il faut. A priori, le médecin a été cool et ne l'a pas dénoncé. Le truc top, c'est qu'on a un peu plus d'explications sur l'attitude du tireur. Lorsque le dealer habituel est revenu, ils lui ont raconté ce qui s'est passé. Il leur a donc expliqué que le remplaçant a fait le coup à 3 autres personnes, mais sans tirer ces fois-là. Il avait seulement braqué les acheteurs. Et en fait, son comportement s'expliquait par le fait qu'il avait goûté la marchandise, en l'occurrence de l'héroïne, était tombé addict et que quand ils sont passés, il était en plein manque. Le dealer habituel n'en savait rien et ce sont les squatteurs qui lui ont expliqué ça. Il aurait changé de lieu après avoir tiré sur Fabien, Olivier et Dany et ils ne savent pas ce qu'il est devenu. Morale de l'histoire, restez loin de la drogue. Et pour conclure, abonnez-vous pour que j'arrête de bosser. Pitié, faites-le.